Et si je vous disais les yeux dans les bleus que pour la première fois de l'histoire, Jerome Powell lui-même a peut-être répondu à l'une des plus grandes questions de l'histoire de la télévision. Si, je vous jure. Nous sommes dans une ruelle, il fait sombre. Jon Bernthal rencontre Anthony Starr. Qui gagne? Je l'avais dit, c'est la question en or. Le cinéma. C'est pas faux. Non, en vrai, c'est une très bonne réponse. Mais le Punisher rencontre Lucas Hood. Ouais. Oh, Lucas Hood. Ah ouais. Ouais. Il lui met un coup de vis par derrière, c'est sûr. Et là-dessus, je vous mentirai pas, hein, peu importe le vainqueur, vu comment j'aime les deux hommes, mon cœur saigne à chaque fois, mais au moins on a un tenant et un aboutissant. Faites vos jeux. 46 ans. En octobre, Anthony Starr aura 46 ans et avec lui se dessine l'une de mes grandes interrogations. Du charisme de Lucas Hood à la brutalité du Homelander. Car oui, aussi étonnant cela puisse être, sa carrière est une énigme. Apparition dans divers soaps néo-zélandais, rôle majeur pour séries dramatiques locales, puis révélation tardive dans Banshee, à l'aube d'un troisième acte que nous espérons grandiose dans The Boys, l'acteur semble nouvelle valeur sûre de la petite lucarne, par des prestations osées et atypiques. Pourtant, une question se pose. Pourquoi une éclosion aussi tardive? Pourquoi cette impasse d'un grand écran n'ayant jamais misé sur lui pour un rôle majeur au cinéma? Comment expliquer le passif d'un homme aujourd'hui culte, mais presque inconnu il y a encore quelques années? Messieurs, dames, attachez vos ceintures, entre émotions et rencontres cinématographiques, retour sur l'une des figures de la télévision moderne featuring Jerome Powell. Oh, toi. Oh, putain. La vie, c'est fou. 25 octobre 1975. À l'heure où Steven Spielberg fait frémir Amity d'un requin-tueur, c'est ici sur les côtes néo-zélandaises, à Auckland, que naît un certain Anthony Starr. D'une famille modeste qui l'aidera très tôt financièrement, accumulant les petits boulots afin de ne pas être un poids pour ses proches, il souhaite tout d'abord embrasser carrière de policier. De retour au pays peu de temps avant la vingtaine, ses premiers pas sur le petit écran commencent donc au début des années 90, avec une apparition dans Shortland Street, et non pas un, mais deux rôles différents dans Xena la guerrière. Visage de minet, coupe de cheveux disons de l'époque, de quoi faire rêver le public féminin. Fort de quelques apparitions ne parvenant pas encore à le démarquer, ce ne sera qu'à l'orée du nouveau millénaire que plusieurs prestations feront d'Anthony Starr l'une des figures montantes du soap, de la comédie et du drame néo-zélandais. D'une simple invitation devenant rôle récurrent dans Mercy Peak à une aventure d'avocat dans Street Legal, les producteurs locaux devinent rapidement son potentiel devant la caméra. Lui également homme de théâtre, jouant dans 2 pièces au cœur des années 2000. Et c'est après un rude apprentissage que la révélation régionale arrive enfin en 2005, avec le rôle qui changera tout. Ou plutôt les rôles, Van et Jethro West dans Outrageous Fortune, comédie dramatique dans laquelle il tournera pendant 6 ans. Déjà 30 ans au compteur et une prise de risque folle. Starr se la joue jumeau d'une famille brisée. Conceptuelle. Just shut the fuck up, Gene. Oi, what's going on? Dunno. Alors qu'il jongle entre petits rôles à la télévision et premiers pas cinématographiques, dans, entre autres, le premier film de Toa Frazier, son passif devient synonyme d'alignement des planètes. Quand la série Serial Killers lui permet de travailler avec le créateur James Griffin, Mercy Peak le plaçait sous les écrits de Rachel Lang, deux visages de la télévision néo-zélandaise qui se souviendront du talent d'Anthony Starr. C'est donc comme une évidence que, lorsque les deux auteurs créent ensemble Outrageous Fortune, son nom est immédiatement annoncé pour l'un des rôles les plus ambitieux du show. Van et Jethro West, jumeaux identiques et borderline, convenant à merveille à la maturité naissante du comédien. Là-dessus, si nous ne connaissons que depuis peu l'acteur mondialement, sachez que ce rôle deviendra pourtant légendaire dans son pays natal. Salué par la critique, idole des fans et vainqueur de plusieurs récompenses comme les Screen Awards, les Qantas Television Awards ou même un Asian Awards pour sa prestation, j'insisterai d'autant plus sur un élément primordial de sa carrière. Son sens de la loyauté et de la prise de risque. Car oui, fidèle aux auteurs l'ayant élevé artistiquement, ce récital se veut également atypique, challenge devenant marque de fabrique de Starr. D'un côté, Van West, jeune frère souffrant d'un intellect moins développé que les autres et à l'enfance particulièrement difficile. Loin de Lucas Hood ou du Homelander, ce personnage le dévoile comme un homme tendre, attentionné et fidèle à sa famille. Régulièrement dupé et malheureux en amour, cette écriture lui offre idéologie romantique, tout en mariant parfaitement son jeu au retard intellectuel du protagoniste. Car voilà premier réel tour de force de l'acteur, brutal et ténébreux, Van n'est pas seul dans l'équation. Messieurs, dames, laissez-moi vous présenter Jethro West. Dad's kind of wondering why you're not returning his calls. So kind of I feel like talking to him.
He wants to see you. Jamais l'appellation 2 salles, 2 ambiances n'aura aussi bien porté son nom. Contrairement à son jumeau, Jethro est un homme extrêmement intelligent et scrupuleux. Diplômé en droit et travaillant comme avocat pendant une grande partie du show, il deviendra maître dans l'art de l'entrepreneuriat douteux et illégal, jusqu'à s'inclure pleinement dans la criminalité. Accumulant les relations d'un soir, parfois avec des femmes proches de son frère, vous vous doutez alors que le bougre n'est pas de première chasteté. Et c'est là que Starr fait fort. Crédible et antipathique au possible, certes, avec ce rôle, plusieurs similitudes de jeu se rapprochent de ce que nous connaissons de lui, notamment via The Boys. Mais c'est une des réflexions orientant cette analyse. Avec Outrageous Fortune, Starr laisse la part belle non pas à un, mais 2 rôles, diamétralement opposés, devenant symbole de ses motivations à l'écran. Choisir ses scripts avec minutie, et toujours s'orienter vers une écriture capable de le transcender artistiquement. C'est une des choses à retenir. Starr est un homme fidèle à ses auteurs et privilégiant toujours qualité à quantité. Pour l'anecdote, il se souviendra d'une audition difficile, devenant souvenir fantastique. I tried to create two characters that were really different, but still not really knowing what I was doing and what they were looking for. And I remember going to the Recall audition, and Mike Smith, who was the producer in the first series, he was at the Recall auditions, and him sitting there watching a monitor and going, "Oh, you did a great job, but oh no, don't worry, it's not for you to worry about." And I went, "What? What's the problem?" And he goes, "Well, it's your age. You know, you're too old. But that's not your problem. That's not your fault." And I was, "No, you're right, I can't do much about that," and decided that, you know, I was the person for the job, which is fantastic because at the same time I just landed a part on Number 2, Toa Fraser's film, and you know, my idea at the time of a film part, I really wanted to do that, and I didn't want to have to make a choice between Outrageous Fortune and the film. So thankfully they made both work, and I got to do both, and then it's actually turned out that, you know, Outrageous Fortune's been really good to me. À la fois tendre et violent, entre troubles psychologiques et perversion, cette performance marque non seulement l'audience, mais également le comédien, qui apprendra énormément à travers ce rôle. Mieux, elle semble pont parfait entre les 2 carrières de l'acteur. D'un côté, Van représente ses débuts, que l'on parle d'image, de prestations ou de symbolique portée sur le soap et la comédie. De l'autre, Jethro dévoilera en Starr les faces les plus sombres de son jeu, plus dur, plus cynique et parfois proche de ce qu'il incarnera plus tard. En offrant au spectateur 2 personnages pour le prix d'un, celui-ci s'installe donc durablement dans la tête du public néo-zélandais. Et après, peu de choses. Ou presque. D'autant plus une fois l'océan Pacifique derrière lui. Si certaines œuvres cinématographiques le choisissent comme premier rôle de leurs propos, comme After the Waterfall ou l'excellent Wish You Were Here, respectivement en 2010 et 2012, et là vous allez me dire, à bientôt 40 ans, comment ne pas avoir pris conscience du comédien plus tôt? La réponse est simple. Pour Starr, l'important est avant tout l'amour de son métier, privilégiant un rôle capable de le marquer non seulement émotionnellement, mais aussi dans la façon dont il pourra apprendre et devenir meilleur. Il est également fidèle à ses origines, comme le montra Outrageous Fortune, car à ses yeux, il est primordial d'être au service d'un réalisateur tout en créant autour de lui. Talent inné pour l'improvisation, qu'il maîtrisera régulièrement avec Van West, intensité plus sombre et délirante avec son jumeau, crédit dans le cinéma local et multiples apparitions à l'écran, la légende Anthony Starr décolle. Jusqu'à ce que Cinemax, filiale d'HBO, décide d'élargir son catalogue de produits originaux, jusqu'aux confins d'une ville nommée Banshee. Un regard froid, une sortie de prison, une serveuse saillante et un vol d'identité. Difficile de faire plus charismatique. Série révélée pour la première fois en 2011, Alan Ball, Jonathan Tropper et David Chinkler sont à la tête d'un drame policier nommé Banshee, initialement prévu sur HBO pour un tournage en 2012. Alors que 10 épisodes sont commandés par la chaîne, Anthony Starr rejoint aussitôt le casting dans le rôle de Lucas Hood, ex-dollar devenu shérif d'une ville meurtrie par le crime et à la recherche, entre autres, de la femme de sa vie. Là-dessus, le moins qu'on puisse dire, c'est que la réalisation ne fut pas de tourpeau. Dès le premier jour, une cascade impliquant Starr tourne mal, le blessant sévèrement au visage et lui ouvrant la lèvre. Pour l'anecdote, devant conclure la scène avant de se faire opérer, il jouera pendant plus de 6 heures avec ses hémorragies avant de partir à l'hôpital. C'est ce qu'on appelle une première journée réussie. Pire, sa blessure nécessite plusieurs retouches numériques afin de coller aux scènes avant le combat, entraînant post-production bien plus longue que prévu. Inspiré de plusieurs œuvres phares du cinéma d'action, comme Big Trouble in China ou They Live de John Carpenter, la violence souhaitée par les scénariste, cocktail nerveux et assumé, y sera omniprésente. Pourtant, pour Starr tout comme pour notre analyse, Banshee ira bien plus loin que ces thématiques.
explication. I love saying it's a love story because it really is. At its heart, it's about trying to get the love of his life back, and then, you know, smothered in a huge amount of fighting and action. So, you know, there's a little bit for everyone, guys, girls. Yeah, the show it goes to so many different places over the course of one series. You know, if you look back by episode 10, when you look back at the journey you've gone from episode 1, you know, it goes all over the place. It really does. You know, it's really exciting. There's a lot of action, a lot of romance, a lot of shootings. Body count is high. But yeah, at the end of it, you know, you need a good stiff drink or a good cup of tea. Porté par 4 saisons et 38 épisodes, Banshee marque l'arrivée d'Anthony Starr dans la cour des grands. Révélation mondiale à 40 ans. Aussi sous-cotée que la série en elle-même, s'il y a bien un mot capable de définir Lucas Hood, c'est l'incarnation d'une violente poésie. Jouant sur des codes similaires à d'autres acteurs comme John Bernthal ou Karl Urban, sombre mais d'une tendresse équivalente, il devient comme romantisme inavoué d'une ville borderline, où folie destructrice côtoie souvent un mal comme originaire de la ville. Frontale mais bien plus intelligente que le divertissement agressif qu'elle laisserait paraître, et où chaque citoyen semble comme responsable de sa propre destruction, la dichotomie Hood impressionne. Dans un univers aussi dur et violent, le personnage principal se doit lui aussi d'embrasser cette haine. Un jeu collant parfaitement à Laura Starr, vers quoi il navigue à la perfection, mais étant également capable de maîtriser l'émotion du public, l'emmenant plus loin qu'un simple hommage à la série B hardcore et savoureuse. Oui, à de nombreuses reprises, il focalise son jeu sur une douleur que seul le spectateur peut apercevoir. C'est cette dualité qui place aussitôt le comédien au panthéon de la petite lucarne. Icône d'une saga borderline, décadente et prenant une dureté aussi bien à l'image que dans ses textes, la puissance de son regard et la tendresse émanant de certaines séquences me marquent, à tel point que le shérif de Banshee devient l'une de mes plus grandes rencontres télévisées, qu'il suffise d'un mot, d'une attitude ou d'un sourire. It's a big challenge for me to play the tough guy, and it's one that I really enjoy. I haven't done stunts before, so I really enjoy that as well. You know, I lived my life in my 20s, and you know, I went out and partied too much. I did a lot of things wrong earlier on, and looking back, I wouldn't do anything differently. Yeah. You know, I think that's all life experience, and I think when you come into a character that is complex, if you want to make it a bit multi-layered and a little bit more interesting than your stock standard action character. You need to be able to pull on that life experience. So if I saw me being young, I'd say, keep doing what you're doing. You're learning about life. Go for it. Impressionné par un statut d'anti-héros, se voyant de plus en plus émouvant au fil des saisons, il est l'humanité au cœur du chaos, l'amour malgré la haine, et ce même sans le savoir. Bon, je le cache pas, c'est aussi un mâle alpha adepte du pétage de tronche en bonne et due forme, réglant souvent ses problèmes à grands coups de tatane dans la gueule. Pas beauf, mais clairement badass, énième marque de fabrique de la franchise. Mais accentué par une multitude de traumas, son personnage grandit en même temps que son jeu, devenant plus mature avec le temps, constamment en proie au doute et devant se battre avec un passé sulfureux. Cette opposition récurrente entre violence d'une ville et humanité naissante via ses relations amoureuses fera alors de Starr légende du genre. Et quoi de mieux pour s'en convaincre que sa relation avec Siobhan et toute l'empathie qui en découle. C'est ici que l'on parle d'un amour vécu dans le non-dit ou dans la détresse émanant de sa disparition que l'acteur fascine, accentuant l'idée d'une série à l'image de son acteur, sous-coté. Si l'écriture de ces romances commençait évidemment avec Carrie, et si je regrette un final voyant leur amour comme retrouvé en saison 4 après l'effort apporté à sa relation avec Siobhan, ses émotions se verront aussi, plus que jamais, avec celle qu'il considéra longtemps comme la femme de sa vie. Regard, âme, attitude, que vous soyez adepte du couple Hood-Anna ou Hood-Siobhan, l'amour se dessine toujours par le jeu du comédien. Auréolé d'une nouvelle couronne, et si l'ultime séquence du show n'était pas d'ailleurs métaphore de sa carrière. Un homme que l'on aurait pu voir, à l'instar des mots de Sugar, emprisonné dans son passé. Ici, Banshee représente le début de sa carrière, le passé dont il est encore détenu et dont il a du mal à s'extirper. Comme si Lucas Hood, dans sa double identité, représentait les deux faces de Starr. La première bloquée par ses terres natales et son éclosion tardive, et l'autre n'attendant que le coup de fil idéal pour être propulsé au cœur de l'inconnu. Quitter ce statut de second couteau de la télévision et vivre d'autres aventures, tout comme Hood quittant Banshee en fin de séance. Alors, comme le dit son comparse, dernière phrase du show, toute la question est de savoir ce que compte faire Anthony Starr
maintenant. Et si je vous disais branlette en haut d'un gratte-ciel, vous prenez? Évidemment que vous prenez. Je peux faire exactement tout ce que je veux. Je peux faire exactement tout ce que je veux. Bon, avant de partir côté cap de super-héros et branlette en plein ciel, rappelons que l'entre-deux Banshee ne fut pas évident pour l'acteur. Délaissant sa plaque de shérif pour une histoire sordide en compagnie de Goku, c'est peut-être bien pour ça que ça a merdé d'ailleurs, American Gothic fut l'un des plus cuisants échecs de sa carrière. Second rôle méritant bien plus qu'une série annulée après 13 petits épisodes, Starr connaît quelques années délicates avant son retour dans The Boys en 2019, annoncé sur Amazon Prime, alors qu'initialement prévu 10 ans plus tôt au cinéma. Il y incarne John, plus connu sous le nom du Homelander, personnage créé dans le comics de Garth Ennis et sûrement l'une des plus brillantes interprétations de Starr à l'écran. Sadisme, noirceur, narcissisme et cruauté, bienvenue dans l'univers du Superman le plus fils de pute de l'histoire de la télévision. Reculez, putain, ou je vous carbonise! Je vous carbonise tous les uns après les autres, j'en ai rien à foutre! Reculez! On y va! Élevé au rang d'icône absolue ayant mis tout le monde d'accord, il y aurait énormément à dire sur Anthony Starr dans The Boys. Il y aurait d'ailleurs beaucoup à dire sur la série en elle-même, satire débordante d'une société chaotique entre mœurs de l'époque et politique corrompue. Le tout, évidemment, en reprenant avec plaisir l'idéologie de son créateur, faire des plus grands héros de notre temps ordures inimaginables. Toutefois, je ne partirai pas dans une analyse approfondie du Homelander, ayant déjà consacré vidéo entière à ce sujet et que je vous conseille fortement comme appui de ce texte. Ici, il sera avant tout question d'une admiration, car aussi étonnant cela puisse être, je découvris The Boys bien avant Banshee, première rencontre avec un Starr synonyme de claque dans la gueule. Si les meilleurs vilains de la télévision se doivent de servir des seins plus subtils qu'une écriture manichéenne, le comédien m'impressionne alors dès sa première apparition. Obnubilé par sa personne, mais d'une tristesse évidente, me marquant d'entrée de jeu, je vois dans le Homelander non pas figure arrogante que l'on pourrait croire, mais bien récit d'un homme meurtri, désabusé, rôle que Starr adopte à merveille. En seulement 16 épisodes, il hisse son personnage au firmament du show, en particulier lors d'un deuxième acte allant précisément dans le sens d'un acting sur le toit du monde. Comme rarement auparavant, je me mets à avoir de l'empathie, de la compassion pour un protagoniste aux dizaines de degrés de lecture, propulsant d'emblée Starr dans la liste des acteurs dont je me dois de suivre absolument la carrière. Comment tu ferais si, par hasard, je faisais ça? Maintenant t'es un aveugle inutile de plus comme les autres. Ouais, bon après c'est vrai que ça reste un joyeux connard, c'est-à-dire que vu les punchlines qu'il a, tu te marres aussi pas mal, hein, parce que c'est pas un enfant de première chasteté non plus, mais c'est... Bon. Oui, messieurs, dames, il suffit d'un regard, d'un dialogue, d'une prestance éloquente pour que celui-ci me devienne incontournable. Corrosif mais émouvant, brutal mais perturbé, là encore, des similitudes se dessinent avec ses rôles précédents. Bouclant une boucle somptueuse répondant à notre question phare, pourquoi ne pas l'avoir vu plus souvent au cinéma? Là-dessus, sachez que Starr y répondra lui-même lors de plusieurs interviews. S'il aime le 7e art, l'impact d'une série reste pour lui plus puissant, plus passionné. Il y préfère la télévision pour le plaisir d'y revenir plus souvent que lors d'une expérience filmique, afin de le vivre intensément, voyant son personnage se développer au fil des saisons et y adaptant continuellement son jeu. C'est également l'occasion de prôner esprit de famille lui étant cher. Toujours proche des équipes techniques avec lesquelles il travaille, il se liera par exemple fortement d'amitié avec le comédien Chase Crawford, incarnant l'homme poisson dans The Boys. Série lui étant chère également pour la satire qu'elle dénonce de notre société. I don't think there's any moral ambiguity in the show. I think it's pretty clear, like good is good and bad is bad. There's a little flipping and reversal of that, a little more complexity involved, but ultimately there is a sort of a cause and effect or a karmic retribution ideal going through. And there are things going on in today's social climate that are so strongly reflected in the show that it's just, the timing is a little bit surreal. Unfortunately, they're very ugly issues that you would like, you wish they'd been dealt with a long time ago. Unfortunately, they haven't. So I think it's, you know, it's, and as I said, there's no moral ambiguity in the show, so nothing is glorified in the show, and I think it's good that, I mean, the timing is incredible. It's going to be interesting to see how people take that. Oui, avec Anthony Starr, et tout au long de sa carrière, rappelez-vous d'une chose.
un homme simple. À l'instar d'autres comédiens comme Travis Fimmel, Charlie Hunnam ou Jeffrey Dean Morgan, l'opinion commune pourrait se demander pourquoi si peu d'antennes. Pourquoi ne pas les avoir vus plus souvent sur le devant de la scène, portés par des rôles à la hauteur de leur talent? Eh bien sachez, messieurs dames, que dans le cas de notre Homelander international, la vie sera toujours plus importante que la comédie. Nous ne sommes pas face à des hommes n'ayant comme unique valeur que d'établir plein de carrières capables de les ronger psychologiquement, mais bien face à des êtres humains sélectionnant leur rôle, et ce sans jamais oublier de vivre. Voilà pourquoi je suis fier de pouvoir appeler Anthony Starr une rencontre. Car aujourd'hui, il semble évident qu'à 46 ans, sa carrière aurait pu être différente, plus impressionnante, mais peut-être bien moins personnelle et qualitative. Discret avec les médias et très attaché à sa vie privée, avec lui se pose donc l'une des grandes questions d'un comédien. Vaut-il mieux marquer pour quelques rôles phares ou se perdre dans un ensemble bien moins marquant? Alors entre Lucas Hood et le Homelander, pour moi, la question est vite répondue. Gloire à la légende sous-cotée Anthony Starr. Une place n'est pas un mot mais une promesse d'avenir. Pour croire en mes rêves, t'es dans le vide et l'autre sur l'accélérateur. Être gentil c'est vraiment cool, être honnête c'est fédérateur. Parce qu'il toujours l'est, faut qu'il y en a de plus en plus.